Il portait sur lui l'odeur de la poussière des vieux dossiers et celle, plus âcre, de la dépression chronique. Il errait près de la machine comme une âme en peine cherchant un sens à son existence entre deux étages. Jean-Claude, toujours maladroit dans ses tentatives de réconfort, l'interpella. « Salut Pascal. Beaucoup de boulot, on peut pas parler. Tout ça fait près de 20 ans que je me lève tous les matins pour un travail stupide. » Des gens stupides qui me regardent d'une façon stupide, déclama Pascal d'une voix monocorde, coupant court aux banalités. Le malaise s'installa. Pascal poursuivit son monologue morbide. Tu vois, si j'étais pas athée, moi, je me ferais moine. J'ai vite compris que j'étais plus le seul à partager sa fidélité. Sa femme le trompait. Classique. Mais l'identité de l'amant ajoutait une touche de grotesque à la tragédie. C'est un boucher. Il est de père en fils depuis 1940. Alors, il fait dans la tradition, un 120 kilos de barbac et un hachoir en guise de cordon, tu vois, expliqua Pascal avec une précision effrayante. Jean-Claude, essayant de jouer les durs, suggéra la violence. Pourquoi tu ne lui fracasses pas la gueule? Ça défoule, ça. Pascal le regarda avec pitié. Fracasser la gueule d'un boucher de 120 kilos n'était pas une option viable pour un archiviste neurasthénique. C'était mon meilleur ami. Tu vois, avec ma femme, nous, un coup comme ça n'aurait pas pu nous arriver. On n'avait pas d'amis, confessa Pascal. Pour tenter d'oublier, Pascal avait tout essayé. La thérapie de groupe dans le Vercors, payée par la boîte, mon bureau ressemblait à une plage de Normandie, tant il peignait des galets, et même la recherche d'un suicide collectif comme destination de voyage. Il quitta la pièce en laissant un petit cadeau à Jean-Claude, posé sur la table. Il est parti, ça y est. C'est quoi? Demanda Jean-Claude en retournant l'objet. C'était un galet peint. C'est une tête de mort, tu vois, dit Jean-Claude, un frisson parcourant son échine. Même les cadeaux d'entreprise avaient désormais un goût de fin du monde. Chapitre 12, l'enfer du Nord et le test sexuel. Pour échapper à la morosité ambiante, Jean-Claude et Hervé préparaient leur grand déplacement clientèle. Destination de rêve, le Nord. Le Tard, Valenciennes, Arras, Tourcoing. En plus, ils ont annoncé de la pluie. C'est sûr, ça fait rêver, ironisa Maëva en voyant les deux compères préparer leur dossier. Mais ce qui intéressait vraiment Hervé, ce n'était pas la vente de photocopieurs, c'était un test psychologique débile trouvé dans un magazine féminin qui traînait à la cantine. Êtes-vous sexuellement un bon coup? Je vais le dire, remplis ton test. Oh là, la mort, c'est encore plus drôle. On va savoir ce qu'ils pensent, les mecs, ricana Maëva en s'emparant du questionnaire. Les questions s'enchaînèrent, révélant la psyché torturée et beauf de l'open space. Où préférez-vous faire l'amour? Au lit, au bureau, dans votre voiture, dans une salle d'arrêt tissée. Dans une salle d'arrêt tissée, pas mal, mais... C'est sûrement un vélo? Commenta Jean-Claude, confondant visiblement les termes. Le test devint un champ de mine. À la question « Votre secrétaire vous propose un café ?» vous pensez, les réponses suggérées allaient de « pas moyen qu'elle bosse » à « elle est chaude comme la braise ». C'est quoi, ça? Attends. Votre fantasme le plus torride, faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne. Ou bloquer le restart sous la manche et vous taper toutes les passagères comme un tigre, lut Maëva, horrifiée et fascinée. Hervé, rouge de honte car il avait coché des réponses peu flatteuses, tenta de récupérer sa feuille. Arrête de la guillière, la salope d'un réessis. Ça colle, mon clientèle, bredouilla-t-il. C'est alors que Fred, la standardiste rock'n'roll, surgit avec une proposition inattendue. Moi, je peux venir avec toi. Tu sais, le Nord, la pluie, j'adore. Pourquoi, Valenciennes? Ça fait longtemps que j'ai envie de connaître, lança-t-elle à un Hervé médusé. Hervé, qui voyait déjà son voyage d'affaires moroses se transformer en escapade torride, dans ses rêves, accepta immédiatement. Banco. Tu viens me voir au bureau? Tout de suite,
s'empressa-t-il de dire, oubliant instantanément ses dossiers et sa dignité. Chapitre 13, le scandale du micro et les vieilles rancunes. Quelques jours plus tard, une tension palpable régnait entre Jeanne et Hervé. Jeanne semblait au bord de la crise de nerfs, traquée. Hervé, lui, arborait ce petit sourire en coin de celui qui détient un secret nucléaire. « Dis-moi, tu donnerais combien pour mon départ en retraite, sachant qu'on se connaît depuis 5 ans ?» demanda Jeanne, testant la loyauté de son collègue. « On n'est pas si intime que ça, non. »« Non, pas intime, ça me ferait mal », rétorqua Hervé, cruel. Jeanne explosa. « Tant tu connais des tas de trucs de personnes sur moi. Tu sais pertinemment que mon frère s'appelle Éric. Tout ça parce que t'oses pas m'avouer que pour mon départ en retraite, tu ne mettrais pas plus de 20 balles. » Piquée au vif, elle déballa tout, révélant qu'Hervé connaissait les détails les plus sordides de sa vie, y compris que son ex-mari se faisait chier avec elle au lit. Hervé, mal à l'aise, tenta de fuir vers la machine à café. « Hervé, reviens !» hurla Jeanne. La vérité éclata enfin. Ce n'était pas Hervé qui avait fouillé dans ses dossiers. C'était Jeanne elle-même qui avait tout révélé. « Alors, ça s'est passé à la fête des fins d'année. T'étais très énervé, tu te souviens ?» commença Hervé, tentant d'être diplomate pour une fois. « Il a parlé à 2 à 3 personnes dans l'ombre ?» espéra Jeanne. « Ah ben non, il est monté sur l'estrade avec le micro, il était bourré, quoi ?» lâcha Hervé. L'horreur se peignit sur le visage de Jeanne. « Oh non, non. Ne me dites pas que toute l'entreprise le sait, quand même, on est 82. » Hervé tenta de la rassurer avec la maladresse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. « Le garçon, on va la jus tout seul, il sait pas. » Bah non, il arrivait ce matin, en plus. On fera tout ce qu'il y a notre pouvoir pour que le stagiaire à l'emballage ne sache pas ce que nous sommes. Jeanne était grillée. Définitivement. Son intimité était devenue de domaine public, archivée dans la mémoire collective de l'entreprise au même titre que le code de la photocopieuse. Chapitre 14, Golf, soumission et transport en commun. Pour Jean-Claude, la semaine se terminait sur une note d'humiliation sociale qu'il essayait désespérément de transformer en opportunité de carrière. Il avait réussi à s'incruster dans la partie de golf de Jean-Guy Le Saintrec. Il arriva habillé comme un professionnel du PGA Tour, avec une visière ridicule qui lui donnait l'air d'un touriste égaré. « Tu sais que ça te va bien, la visière, hein ? Ça te donne un air profond, un peu comme Clint Eastwood », se moqua Hervé. « C'est pas un loisir, c'est un sport. »« Un sport de droite ? » « Tu peux pas comprendre », répliqua Jean-Claude, très sérieux. Jean-Guy arriva, méprisant comme à son habitude. « Oh, alors, mon petit Hervé. Jean-Claude, vous êtes venu me chercher pour notre partie de golf, c'est gentil. Ça vous dérange pas de partager notre partie avec quelques amis ? » Avant que Jean-Claude puisse répondre, Jean-Guy le relégua au rang de porteur. « Si tu veux, tu peux m'accompagner, tu portes mon sac, je te donne un pourboire. » Jean-Claude, avalant sa fierté comme on avale une couleuvre, accepta. Il finit la journée à porter les clubs, ramasser les balles et subir les quolibets des amis avocats de Jean-Guy. Pousser les caddies, t'as l'habitude, lui avait lancé Hervé avant de partir. Le lundi suivant, l'ambiance était apocalyptique pour une autre raison, les transports en commun. Une grève monstre, ou peut-être juste l'incompétence habituelle de la régie des transports. « T'as changé de bus toi, le 45 ?» demanda un collègue à Jean-Claude. « Ah ben non, parce que moi, je prends le 75, qui passe à 26. Le 67 a été dévié sur la ligne 104D, » expliqua Jean-Claude, devenu expert en logistique urbaine chaotique. « Oh la vache, ce bordel pour venir ce matin, tout est bouché depuis Sainte. J'ai jamais vu autant de monde dans les rues, » commenta Hervé. Mais dans ce chaos, une lueur d'humanité avait émergé, ironique et éphémère. En plus, c'était dingue. Tout le monde se parlait, il y avait une vraie solidarité. Ça fait quand même mieux, admit Hervé. C'est vrai que quand on est dans la même galère, ça rapproche. C'est comme le covoiturage. En temps normal, ça prend pas.
Les gens sont trop égoïstes, conclut Jean-Claude.